Alors, mon nom est Emmanuelle Champion, je suis professeure de management à l'Université TÉLUC. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Merci d'être là également. Alors, c'est vraiment intéressant d'avoir la présentation de Béatrice qui porte sur une coopérative de travailleurs. Là, on est vraiment dans un autre modèle d'entreprise, une minière junior qui a donc cherché à se financer, à lever des capitaux financiers au moment où on étudiait la mise en œuvre d'une entente sur les répercussions et les avantages, donc, qui a été signée avec une communauté CRI à la baie James. Donc, je ne peux pas dévoiler le nom de l'entreprise, je suis tenue par une entente de confidentialité. J'aimerais ça pouvoir vous présenter en fait, une carte de la baie James. Donc voilà une photo de la baie James, donc, qui est un vaste territoire, comme je vous disais, qui fait 5300 km². Et on est un peu dans une période de la ruée vers l'or, dans le sens où il y a beaucoup de projets d'exploration minière. Actuellement, il y a le projet de construire une voie ferrée et un port en eau profonde euh, dans cette ville-ci. Je vais tenter de la prononcer, mais mon cri n'est pas excellent là. Donc, il s'agit de Wap Magutwi, donc qui va relier finalement la baie James avec les pays d'Asie. Donc, voilà, d'ici 30 ans, donc la baie James va être vraiment développée. Là. Il va y avoir des projets de mines là, qui vont prendre forme. Donc, ce qui est vraiment donc une période intéressante pour étudier les relations qui s'établissent entre les CRI, les communautés CRI et l'industrie minière. Donc, je voudrais situer un peu les objectifs de notre recherche avec Brice Adamouné et Martin Dumas, l'Université Laval et l'Université du Québec à Trois-Rivières. On a obtenu un financement développement savoir, là. D'ailleurs, on a de l'argent pour des bourses d'étudiants. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé à travailler avec nous, ça nous fera plaisir. Donc, on étudie, il s'agit d'une perspective managériale de la responsabilité sociale. Et on cherche à établir comment ces ententes qui sont négociées avec les communautés autochtones se matérialisent dans les entreprises sous la forme de pratiques. Et on essaie également d'établir comment prend forme l'engagement des communautés autochtones et comment ils participent à la construction opérationnelle et managériale de la RSE. Donc, on a un postulat, finalement, c'est il y a toute une critique actuellement sur la responsabilité sociale, comme quoi c'est du greenwashing, que ça permet, c'est une idéologie qui sert l'entreprise et qui sert à maintenir le statu quo. Donc nous, on a un postulat de base, c'est-à-dire que la matérialisation de la RSE peut être utilisée par des acteurs marginalisés comme les communautés autochtones pour promouvoir d'une part la qualité du travail dans nos sociétés et plus largement le renforcement de leurs droits fondamentaux. Donc, il faut vraiment se situer dans le contexte économique et politique actuel. On est dans l'expérimentation institutionnelle dans la mesure où tout se passe hors cadre. Il n'y a pas d'obligation légale là, pour signer des ententes avec les communautés, mais l'acceptabilité sociale des projets miniers est devenue un sine qua non pour le développement minier au Québec. Donc, il faut obtenir l'acceptation des communautés. Et ça a été renforcé par une décision de justice. Donc, le gouvernement du Québec a refusé d'autoriser un projet d'uranium et le gouvernement du Québec s'est fait poursuivre par l'entreprise Resources Strateco pour 190 millions de dollars. Et la compagnie a perdu en justice. La Cour supérieure lui a donné raison. La Cour supérieure a rejeté la réclamation de l'entreprise en disant que le ministère de l'Environnement avait finalement bien fait d'écouter les communautés. Je ne rentrerai pas dans la définition de l'acceptabilité sociale, là, mais il s'agit d'une décision qui reprend la définition proposée de Caron, Malenfant et Conroe, là. Donc, l'acceptabilité sociale, ce n'est pas seulement un processus, là, c'est aussi une obligation de résultat pour l'entreprise.
Je reviens un peu sur le contexte économique et politique dont je vous parlais tantôt. Il y a des grandes politiques du gouvernement du Québec, beaucoup d'ambition par rapport à l'exploitation des minéraux critiques et stratégiques. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des minéraux critiques et stratégiques. On parle de lithium, on parle de titane, etc. Donc, c'est des minéraux qui rentrent dans la fabrication des filières de batteries électriques. Et le gouvernement du Québec a tout un projet de développement de la filière de la batterie, notamment à Béthencourt. Donc il va savoir être un site de développement, là, un site de production. L'entreprise BASF va ouvrir une usine dans les 3 prochaines années. Donc, le gouvernement du Québec veut vraiment qu'on puisse finalement exploiter les ressources minières au Québec sans recevoir le refus des communautés. Du côté, on est vraiment dans un contexte particulier parce qu'on est, on est chez les Cris et par rapport à d'autres communautés autochtones, la nation Cri d'Iwichi bénéficie d'une légitimité politique. Elle a également beaucoup de ressources financières à déployer. Donc, la nation Cri a été signataire de la Convention de la baie James et du Nord québécois pardon, en 1975, qui a été clarifiée par la baie des Braves en 2002. Et en 2020, elle a signé la Grande Alliance avec le gouvernement du Québec et qui vise donc à développer, comme je vous présentais tantôt, le nord du Québec, à développer des infrastructures qui vont permettre de faire passer des marchandises, etc. et d'exploiter les ressources naturelles. Alors, pour arriver à notre objet d'étude, donc les ententes sur les répercussions, les avantages, qu'est-ce que c'est une entente sur les répercussions, les avantages, les ERA? Je pense que personne n'a entendu parler des ERA dans cette salle avant ce soir, mais en fait, c'est une forme d'accord qualifié de contrat privé qui vise à atténuer des répercussions des projets de développement sur les collectivités autochtones et leur environnement. Elles instaurent un rapport formel entre les autochtones et l'industrie et d'aménager la participation des autochtones à l'économie des mines, notamment par la voie de programmes de formation, de garantie d'emploi, de préférence dans l'octroi de contrats et de compensation financière. Alors, même si il y a énormément d'ententes en fait, actives actuellement au Canada, on en note, d'après le dernier recensement du gouvernement du Canada, on en note 413 ententes actives, dont 30 au Québec. Est-ce que ça va pour la traduction? Je l'ai perdu. Is it okay for the translation? Do I speak too fast? You can slow down a little. Okay, great. I apologize. Alors, les contenus d'une ERA, je vous le disais, il n'y a pas de contenu formel, en fait, mais les ERA, il y a eu une entente qui fait office de modèle, qui est l'entente Éléonore. Donc, les entreprises reprennent ce modèle-là et l'adaptent un peu au contexte, etc. Donc, on est vraiment, comme je vous disais, dans l'expérimentation institutionnelle. Là, mais c'est pas une condition qui est demandée par le COMEX, qui est l'équivalent du BAP, du Bureau d'audience publique en environnement. Donc, la communauté des CRI ont leur propre BAP, en fait, mais c'est fortement recommandé donc, pour valider l'acceptabilité sociale de la communauté. Pour revenir au contenu d'une ERA, ça comprend un volet communication sur les activités, comment on va communiquer avec la communauté, les rencontres, le planning des rencontres. Ça comprend des mesures de protection de l'environnement, des dispositions et des arrangements financiers, des mesures de compensation et des redevances. Alors ça, ce volet-là, le volet financier, il est généralement pas divulgué. Les communautés ne veulent pas le divulguer pour ne pas intervenir dans leurs relations avec le gouvernement fédéral, notamment. Il y a un enjeu politique derrière cette non-divulgation. Ça comprend également le volet emploi-formation, mesures d'employabilité autochtone, formation sur les cultures autochtones aux employés ou sous-traitants. Et ça prévoit aussi des occasions d'affaires, priorité aux entreprises autochtones, développement des capacités des entreprises autochtones. Ça prévoit également, c'est vraiment important, le consentement préalable et libre et éclairé de la communauté. Donc, la communauté doit pouvoir prendre part aux décisions sur la gestion de son territoire. Et il y a différentes mesures de confidentialité, de processus de règlement des différences.
dans ces ententes-là. Je vais passer rapidement sur mon cadre d'analyse, en fait, parce que c'est vraiment technique, là, mais on envisage, donc, on mobilise vraiment la notion de performativité qui soutient donc l'idée, en RSE, on s'est beaucoup intéressé au discours, mais on s'est peu intéressé finalement à la dimension socio-matérielle de la responsabilité sociale, de toutes les nouvelles infrastructures qui à l'intérieur et à travers lesquels les acteurs se constituent, etc. Donc, on emprunte ces notions-là à Calon et on s'inscrit dans ce qu'on appelle, ce qui est un peu nouveau, là, mais nos travaux s'inscrivent dans les efforts consacrés à la formulation d'une théorie politique de la performativité. Comme je vous le disais, nous croyons au pouvoir émancipateur. Ouais, excusez-moi. Okay, I'm sorry. I speak too fast. On croit au pouvoir donc, émancipateur de la responsabilité sociale pour des parties prenantes vulnérables. Donc, on n'est pas dans la critique postcolonialiste de la responsabilité sociale, comme certains le sont. Et on assume que les parties prenantes vulnérables peuvent développer des tactiques pour finalement utiliser les effets de pouvoir involontaires de la RSE. Alors, pour ce qui est de la méthodologie de recherche, on a donc, c'est une étude que je vais vous présenter ici, c'est la première étude qu'on a faite, qui porte sur une minière junior, comme je vous disais. Je vais un peu vous situer le contexte dans lequel on a navigué, en fait. On avait conclu une entente avec le directeur de responsabilité sociale d'une entreprise minière junior. Ouais. Juste avant la Covid, en fait. Donc, on était censé partir dans le Grand Nord et finalement, tout devait être payé par la compagnie. Mais en fait, c'était une bonne chose que ça ne se passe pas comme ça parce que donc, on devait nous mettre dans l'avion, puis on passait quelques jours là-bas pour rencontrer la communauté, mais ça allait se passer sous le giron finalement de l'entreprise. Et finalement, ça n'a pas marché du tout comme on le pensait. Donc, on a dû faire des entrevues par Zoom. Donc, vous imaginez rencontrer des membres d'une communauté autochtone qu'on ne connaît pas par Zoom. On a dû embaucher une anthropologue qui connaissait les membres de la communauté, qui a pu servir d'intermédiaire. Donc, on a réussi quand même, malgré le contexte qu'on a tous connu, on a réussi à faire 18 entrevues avec les différents protagonistes de l'entente. Ça paraît peu, mais ça nous a permis quand même de documenter tout le processus d'engagement de la communauté autochtone, depuis l'achat des titres miniers en 2009, en passant par la signature de l'entente en 2014, et juste au début de sa mise en œuvre en 2016, et on a terminé nos entrevues en 2021. Donc, on a fait nos entrevues en 2021 jusqu'à cette année. Donc, j'ai moi 5 minutes là. Je chasse mon plan de match. Je vais rapidement vous parler de l'engagement de la communauté dans la construction opérationnelle et managériale de la RSE. Donc, c'est vraiment intéressant ce cas-là parce que, je ne sais pas si vous connaissez la gouvernance autochtone. Donc, il y a le conseil de bande qui est au niveau municipal, si vous voulez, et puis tous les territoires sont gérés par des maîtres de trappe. Et donc, tout le projet minier a été très mal reçu par le ministère de l'Environnement suite aux consultations publiques, etc., à l'évaluation environnementale, voilà. Et donc, ils ont dû refaire tous les plans de la mine. Et pour ce faire, finalement, les premiers plans de mine avaient été faits par une équipe d'ingénieurs à Montréal. Et là, finalement, ça a été repris par le directeur de responsabilité sociale de l'entreprise, qui est allé sur place et qui a refait finalement le design de la mine avec le maître de trappe. Donc, tout ce qui concerne la gestion des résidus miniers et la gestion de l'eau, c'est avec le maître de trappe sur le lac, dans le bateau. Le maître de trappe lui disait, regarde, là, il y a un tourbillon d'eau, il faut que tu mettes ton rejet des résidus miniers, il faut qu'il passe par là, etc. Et donc, c'est un cas assez exceptionnel à cet égard-là d'avoir
bénéficier des connaissances comme ça d'un territoire pour créer une mine, en fait. Voilà. Donc, comme je vous le disais, l'entreprise minière a été impliquée dans l'élaboration de services et de la création d'emplois durables. Donc, il s'agissait de créer une buanderie industrielle. Donc, l'objectif, c'était de créer des emplois, des services qui allaient aller au-delà de la mine, en fait. La durée de vie de la mine était de 25 ans. Il fallait créer une structure, développer un tissu socio-économique qui allait être survivre à la mine. Là, j'ai 2 minutes. OK. Moi, je vais essayer de vous dire, parler un peu du pouvoir émancipateur de la matérialisation de la responsabilité sociale. Ce qui est vraiment important de retenir finalement de cette présentation, c'est qu'on assiste à un passage significatif. Là, on était dans la simple consultation des communautés autochtones et aujourd'hui, elles participent au capital des entreprises et elles deviennent copropriétaires. Alors, je trouve ça vraiment exceptionnel de souligner ça. Donc, généralement, tout à l'heure, il y avait des présentations là où on parlait de la résistance du mouvement des autochtones. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Les communautés veulent prendre en charge leur développement et ils se disent, ils sont très pragmatiques, ils se disent, si on ne participe pas, ça va se faire sans nous. Donc, ils ne sont pas dans un mouvement de résistance. Ils veulent bénéficier. Bon, il y a d'énormes problèmes dans les communautés, chômage, suicide, pauvreté. Donc, ils veulent participer à ce qu'ils appellent des Resources Development Partnership Agreements. Ils veulent être partenaires dans l'entreprise. Et ils veulent pouvoir… donc là, dans cette entente-ci, ce qui est important de noter aussi, ils ont négocié un droit d'arrêt des activités de la mine. Et ça, c'est aussi exceptionnel. Donc, il y a un problème. La communauté se plaint. Il y a un non-respect de l'entente. La communauté a le droit d'arrêter les activités de la mine. Voilà, j'ai plus de temps à vous. Voilà, je pense que c'est j'ai toujours trop de choses à vous dire en fait. Mais on pourra revenir là-dessus alors. Mais dernière chose, peut-être la plus importante, c'est que bon, c'est vrai que ces ententes-là, les DRA, sont difficiles à opérationnaliser, que certains groupes de la communauté, dans ce cas-ci, et je pense que ça se retrouvera dans d'autres cas qu'on va étudier, la qualité du travail est critiquée. Certains groupes, il y a des groupes plus traditionnalistes qui sont plus anti-développement, critiqués la qualité, déjà le projet en tant que tel, mais c'était un groupe minoritaire. Mais ces outils-là, finalement, même s'ils sont perfectibles, contribuent à engager les communautés autochtones dans le développement de leur territoire et à participer aussi activement à la gouvernance de l'entreprise. Et je dois dire, pour finir, je vais finir là-dessus, que tout ce qui relève de la responsabilité sociale, finalement, est interprété à l'aune de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Donc, il y a toute une vision politique qui est en train d'émerger chez les communautés autochtones et qui va être fascinante à étudier dans les prochaines années. Voilà. Merci beaucoup.